Bienvenue à tous, merci. Merci de la confiance. Première émission dans ces nouveaux studios de Télé 50 depuis Kinshasa. Nous allons aujourd'hui rendre hommage à un grand patriote religieux de son État qui, en 1996, a été abattu à Bukavu par les troupes de l'armée patriotique rwandaise qui venaient effectivement de prendre le contrôle de cette ville à l'époque. Monseigneur Christophe Monzirois va totaliser 29 ans ce 29 octobre, depuis qu'il a été assassiné. L'hommage ou les hommages lui seront rendus à Kinshasa ce dimanche 2 novembre 25 à la paroisse Sacré-Cœur de Kinshasa. Et on va consacrer cette émission à ces grands religieux qui étaient à la fois prêtres jésuites, ancien étudiant de l'Ovanium, ici à Kinshasa, professeur des sciences sociales, superviseur provincial des jésuites au niveau de Sud Kivu, puis archevêque de Bukavu en 1994. Et donc, ses compagnons d'alors et ceux qui l'ont connu vont essayer de rendre hommage aujourd'hui. D'abord, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir le grand scientifique général de son État, professeur Gilbert Kabanda, ancien ministre de la recherche scientifique. Il était aussi à la Défense, il faut le rappeler, et compagnon des Monzirois. Bienvenue, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. À côté de vous, il a un peu disparu de la circulation depuis quelques temps. On le voyait beaucoup sur les plateaux de télévision, avec des débats très intellectuels et scientifiques. Docteur Jean-Baptiste Songi, avec son verbe très châtié, ancien ministre également de la Santé. Et il était aussi compagnon de Monseigneur. C'est bien ça? Absolument. Oui. Merci d'être avec nous. Et enfin, l'autre compagnon, c'est Modeste Mboligabo, que vous connaissez déjà sur Télé 50, parce que vous avez été déjà sur nos plateaux depuis un certain temps. Alors, la question que je vous pose, et je commence par le ministre Kabanda, c'est ce monsieur, Monseigneur Monzirois, ce 29 octobre, coïncide avec sa mort, enfin, son assassinat. C'est comme ça que nous avons interprété sa femme. C'est titré comme ça sur Télé 50, à Bukavu. Pourquoi, aujourd'hui, la fraternité en son nom décide de lui rendre cet hommage? On a l'impression que vous êtes un tout petit peu nostalgique de votre ancien camarade. Merci beaucoup, mon cher Kassanda, pour cette question. En fait, on n'est pas nostalgique. On commémore chaque année, le 29 octobre, la mémoire de ce grand Congolais, ce grand compatriote, ce grand évêque, assassiné par les troupes de la FDL le 29 octobre. Donc c'est chaque année que les amis, les frères, les Kivusiens, les Congolais qui ont connu Monseigneur Monzirois commémorent son assassinat. Chaque année? Chaque année. C'est sous forme d'hommage, sous forme de rappel qu'il a été un grand homme assassiné injustement. Oui, tout cela, mais aussi pour que sa mémoire, pour que ce qu'il a fait, pour que ce qu'il était reste dans la mémoire de la nation. Mais aussi parce qu'il y a un processus ecclésiastique qui est en cours à Rome, un processus de béatification. Ah, il sera béatifié. C'est Oui. un grand geste de la part de l'Église catholique. Hein, Il y a eu. On ne béatifie pas n'importe qui. Il y a eu une requête en béatification depuis quelques années et nous pensons que le dossier est en train d'aboutir à Rome. Soutenu par Kinshasa?
Est-ce que l'Église catholique nationale, en bien commençant sûr, par le entendu, cardinal bien sûr. Ambongo, soutient cette Bien béatification? entendu, ce ne sont pas les laïcs qui font la demande, c'est toute la hiérarchie de la Synco et qui fait ça. Donc, et nous, ses fidèles, ses frères, ses amis, nous commémorons cette date chaque année, en espérant chaque année qu'à cette date-là, on va rappeler à ceux qui ont la gestion de ce processus de béatification qu'il est temps, qu'il est plus que temps que cet homme entre officiellement dans le palmarès des bienheureux de la Église catholique. J'aimerais bien que le docteur Soji nous rappelle qui était-il, Christophe Mouzirois. Il était qui? Le père Christophe Mouzirois, devenu évêque, est un jésuite, comme vous l'avez si bien dit, Oui. qui, dès le jeune âge, il est né au Kivu. Né au Kivu, il a commencé en fait, comme tout le monde, à l'école primaire, où il est devenu catéchiste, et puis il est devenu enseignant. Donc il a fait l'école normale, il est devenu enseignant, et puis en cours de route, il a eu la vocation de devenir prêtre. Il est allé donc au petit séminaire, au grand séminaire. Il est devenu prêtre diocésain, ordonné prêtre en 1958. Et puis toujours à la recherche un peu de mieux, d'une spiritualité un peu plus élevée, il pense il intègre la compagnie des jésuites. Alors il fait donc, dans les années 63, il doit faire le noviciat à Djouma, il devient jésuite. Et de là, il continue aussi, il fait des études universitaires en sociologie. Et ici, à Lovanium. Et à Lovanium et à Louvain. Et à Louvain aussi. Oui, alors il nous rejoint quand nous étions à Lovanium. Donc il est étudiant comme nous. Alors lorsque nous organisons les manifestations du 4 juin 71, commémoratives de manifestations de 69, où Mobutu avait tué les étudiants. Et lors de cette messe-là, c'est lui qui fait l'homélie. C'est lui qui fait l'homélie au campus de Kinshasa? Oui, le 4 juin 71. Oui, c'est lui qui fait l'homélie. Ok. Et suite à ces mouvements, Mobutu décide en fait de détruire l'université parce qu'il estimait que l'université, c'était la seule structure qui lui tenait tête. En fait, il détruit l'université sous prétexte d'une raison en réalité. Il a détruit l'Ovanium, l'université, et les étudiants sont enrôlés dans l'armée, dont lui. Et il était aussi enrôlé dans l'armée. Oui. Il y a eu une photo, il est en tenue d'ailleurs, de l'armée, pour un religieux qui est comme ça enrôlé dans l'armée, qui commence à porter la tenue militaire. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Contradictoire, non, il est étudiant comme tout le monde depuis les Congolais. Et puis lui-même aussi voulait quand même vivre cette expérience. C'est ça. Il voulait un peu vivre, voir les étudiants, ne pas les abandonner. Donc il voulait vivre cette expérience-là. Alors, suite à cela, les étudiants sont enrôlés dans l'armée et les meneurs, dont moi-même, nous sommes condamnés en prison. Lui... Vous étiez condamné en 71? En 71, à la perpétuité. Par Mobutu? À perpétuité, absolument. On a fait presque 2 ans, 11. Tandis que les autres sont restés dans l'armée et lui... Il a échappé, il aurait dû venir avec nous en prison aussi. Du fait qu'il a fait l'homélie, il était considéré comme le groupe de meneurs. Mais c'est à cause de son statut de jésuite qu'on va arranger pour qu'il n'aille quand même pas en prison comme nous. Et donc, puis après, il sort de la prison, va continuer à l'université de Louvain. Et puis, il devient non pas superviseur des jésuites à Bukavu, mais il devient supérieur général de jésuites de la province de l'Afrique centrale qui inclut tout le Congo et l'Angola. Okay. Il devient donc supérieur général, donc provincial des jésuites. Et à peine son mandat terminé, le pape le nomme comme évêque coadjuteur, donc avec droit de succession au diocèse de Kasongo. Et en 2090, il est nommé évêque de Kasongo. Et après cela, il est nommé archevêque de Bukavu. Et c'est en ce moment-là, avec les années 90, donc... Mais il a été nommé à Bukavu archevêque en 1994, alors que le Rwanda venait de connaître le génocide. Absolument. Avec tout ce qui est comme flux migratoire. C'était quand même une période assez trouble pour qu'il soit nommé à la tête de l'archevêché de Bukavu. C'est une période assez trouble, mais le Vatican ne tient pas tellement compte de ça. Il tient plutôt compte du charisme de personnes. Et je pense que son choix n'était pas un choix au hasard, parce que c'est quelqu'un qui connaissait très bien la problématique des Rwandais, qui connaissait parfaitement bien, et qui avait anticipé ce qui allait venir au pays.
Et il n'avait cesse d'interpeller les grands de ce monde, les décideurs de ce monde, les Américains, les Européens, partout, en les prévenant qu'il y avait une menace, un cataclysme important qui se préparait, pour lequel il fallait prendre des mesures. Il y a beaucoup d'écrits. Il a écrit beaucoup d'écrits, des lettres au président Clinton, il a écrit des lettres à tous les décideurs. Pour les sensibiliser. Pour les sensibiliser, et même les autorités de Kinshasa. Mais c'était une voix qui criait dans le désert, et les événements l'ont surpris là-bas, parce que c'était non seulement un religieux, dont la vie, en fait, est tout un témoignage, où nos enfants qui manquent de repères pour choisir quel est le modèle de personne qu'il faut, il constitue justement un repère important, parce que sa vie à lui, c'est véritablement le témoignage de vie de ce que doit être un chrétien. Donc, c'est-à-dire, non seulement s'occuper de la spiritualité, mais sa spiritualité se transpire, se voit à travers sa façon de vivre avec les autres hommes, avec la vie. Donc, il fait la promotion de la justice, il est contre l'injustice, et à partir de là, évidemment, ça va jusqu'au pays pour que le pays soit mieux géré et qu'il prévient les gens de patriotisme. Il demande, par exemple, quand il se pressent que les Rwandais veulent venir ici, il est au courant que leur objectif caché sont les exécutants d'un projet qui envisage la balkanisation du pays et lui demande... des années 90 déjà. Oui, il est au courant. Et c'est comme ça que dans ses messages, il demande aux gens de Bukavu de ne surtout pas quitter le... On va en parler tout à l'heure. J'aimerais bien que, sur le plan du personnage lui-même, Modeste Monigabo, vous l'avez connu quand même, comme collègue, comme compagnon à l'université. Il était comment, lui? Oui, avant même de le connaître lui-même, oui, j'avais déjà entendu parler de lui, parce que mon père a été au petit séminaire avec lui. Ok. Ils se connaissaient, ils sont nés la même année d'ailleurs, 1926. Et donc, j'avais déjà entendu parler de l'homme. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit que moi j'étais le fils de tel. Il dit, ah oui, Isidore, oui, on était ensemble, effectivement. Et donc, à l'université, le contact a été très facile. Et quand nous avons été enrôlés, il n'a pas hésité à faire exactement comme nous, parce que nous n'étions pas enrôlés pour une formation militaire normale. On était dans une formation punitive. Donc on nous faisait courir. Vous disciplinez, parce que vous étiez de récalcitrants, enfin de rebelles vis-à-vis du régime de Mobutu. Voilà, donc on était vraiment traités de façon très très dure, on peut dire à la spartiate, parce qu'il fallait nous corriger. Alors vous imaginez, lui qui avait déjà la quarantaine passée, être obligé de faire ces exercices, de courir sans arrêt, parce qu'on ne voulait pas que nous puissions récupérer de façon normale. Pendant qu'on est déjà épuisé, on nous dit, allez, mettez-vous de nouveau debout, continuez à courir. Formation militaire... Oui, donc... au forceps, comme on dit. C'est ça. Oui. Donc c'est ça l'homme qui, malgré son âge avancé, nous a prouvé qu'il était... Mais est-ce que il était nationaliste, un peu à la manière de Kimbangu, à la manière de Kimpavita, enfin, tous ces personnages charismatiques qui avaient parfois, on va dire, un profil exceptionnel, où c'était un religieux normal, même rigoureux parce qu'il était jésuite, mais est-ce que vous sentez en lui quelqu'un de particulier, d'exceptionnel? Oui, surtout que maintenant, les archives commencent à parler pour nous montrer que, en fait, la chute de Mobutu a été en quelque sorte anticipée par les grandes puissances pour gérer la suite. Parce que aujourd'hui, nous savons que déjà, en 90... En 90, lorsque le Rwanda, l'FR qui était en Ouganda, qui était en Ouganda, décide d'attaquer le Rwanda pour aller renverser le régime Habyarimana. En réalité, derrière ça, il y a l'agenda de placer... Pour faire tomber Mobutu. Oui, pour placer un pouvoir acquis à ces puissances-là, pour qu'ensuite, on vienne, en fait, pour prendre le plat de résistance. Qui était le Zaïre d'alors. C'était le Zaïre d'alors. Donc aujourd'hui, nous savons que tout ça a été planifié. Et donc, Monseigneur a peut-être déjà
senti que c'était quelque chose de très, très vaste qui se préparait. Et c'est pour ça que lui, ayant compris cela, il a tout de suite demandé aux populations de ne pas fuir, de ne pas abandonner. De ne pas laisser libre cours à ceux qui venaient. Voilà. Parce que c'était ça, la chose qu'il fallait effectivement bloquer. Si les gens avaient fui, abandonné leur domicile et leur champ et tout ça, le vide, comme on dit, la nature a horreur du vide, eh bien les autres seraient venus, se seraient installés, et aujourd'hui peut-être qu'on ne parlerait plus de ce dont nous parlons aujourd'hui. On est revenu à la case départ d'ailleurs. Voilà. Alors, moi je voudrais demander à M. le ministre de la Défense, ça prenez un tout petit peu votre casquette de ministre de la Défense pour nous faire de l'histoire. On ne va pas entrer dans l'actualité aujourd'hui. Comment Bukavu, que vous connaissez bien, tout commence toujours par Bukavu. Alors que Monseigneur était même AGG Alfadjiri, qui était une grande école des jésuites, d'un niveau, d'un perfectionnement particulier. Pourquoi tout commence par Bukavu? La déstabilisation du Congo, l'entrée en rébellion, quelquefois. Pourquoi ça commence toujours par Bukavu? C'est quoi le personnage du Sud qui vous... je présume que vous en êtes deux. Comment êtes-vous? C'est un peu philosophique comme question. Oui, tout commence par Bukavu. Il y a beaucoup d'événements, effectivement, guerriers qui ont commencé par Bukavu. Il y a eu, bien avant le Congo indépendant, oui. Il y a eu des guerres. Bukavu n'existait pas encore à ce moment-là comme ville, mais Bukavu existait comme entité du Bushi, du royaume des Bashi. Oui. Eh bien, vous pouvez lire l'histoire. Hein. Il y a eu des guerres depuis le XIVe siècle et c'était presque toujours... Entre les royaumes. Entre le royaume du Rwanda et le royaume du Bushi. Oui. Il y en a eu au moins 5. La dernière guerre date des années, a pris fin en 1886, un an après la conférence de Berlin, où les Bashi ont tué sur le lac le roi, le dernier, enfin à ce moment-là, le roi des Rwandais qui s'appelait Roi Bugiri. On l'a tué sur le lac Kivu. Sur le lac Kivu. Il fuyait après une expédition au Bushi. Lorsque on l'a délogé, il tentait de fuir sur la pirogue. Les Bashi l'ont tué sur le lac Kivu. Est-ce pas là, et on ne va pas aller trop dans l'histoire, les débuts de cet antagonisme entre les Rwandais, les royaumes à cette époque-là, et les Bashi? Les Bashi sont des grands résistants aujourd'hui, ils ne veulent pas lâcher de leur territoire, on voit comment ils résistent à chaque fois. Ce n'est pas là le début, je vous dis bien que ça datait du 14e, 15e, 13e, entre le 13e et le 15e siècle. Il y a eu plusieurs expéditions, toujours venant du Rwanda. Oui. Au point qu'en Machi, il y a un proverbe qui dit « Les malheurs, les Bashi viennent toujours du Rwanda ». Un proverbe qui dit ça? Oui. Bon, on nous suit à Bukavu en ce moment. Ça, c'est... Dites-le en langue si vous en parlez encore. Pour comme ça, on va sentir que vous avez un peu le... C'est pour vous dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une répétition de l'histoire. Oui. Les historiens pourront vous en dire davantage. Alors, Monseigneur était à Bukavu. Ces jours-là, alors que les officiels avaient fui la ville, il restait en quelque sorte le seul représentant de l'État, parce que les Zaïre avaient dégarni complètement ce qui était comme représentant de l'autorité sur la place. Et lui, il vivait entre Alfadjiri, là où il avait, je pense, une petite maison. Il avait quitté l'archevêché. Le soir, il venait là-bas. Il a été attaqué en pleine ville par des militaires rwandais. Son garde du corps, le chauffeur, abattu sur place. Comment il peut descendre du véhicule avec autant de sang-froid? Voilà la photo dont je parlais.
quand il était enrôlé dans l'armée, il avait peut-être plus de 40 ans là déjà. Oui. Hein, en 71. Voilà. Quel courage. Mobutu était cruel quand même en enrôlant quelqu'un de 40 ans pour faire l'armée. Alors, je pose cette question. Comment il savait que les autorités avaient quitté la ville? Lui, continuait via les radios à demander aux habitants de ne pas quitter la ville. Et c'est pour ça qu'il a été pisté par les Rwandais. Avant de répondre à votre question, quand je regarde cette photo, je me rappelle un élément que Modeste n'a pas dit. Oui. C'est qu'à Lovanium, en 71, nous avions des étudiants prêtres qui étaient là. Ouais. Ecclésiastique, oui. Des ecclésiastiques. Ok. Il y en avait plusieurs. Il y avait tout un robe pour eux. Ils avaient toute une résidence. Et il a été le seul étudiant ecclésiastique qui a été enrôlé parce que les autres ecclésiastiques... Il était neutre. non, mais disons que l'épiscopat catholique de Kinshasa a obtenu qu'il ne puisse pas aller être humilié comme... Comme vous. Mais lui... Vous étiez secoué par l'armée à l'époque. Mais lui, Oui. qui était le plus âgé de tous, a dit, moi, J'y vais. j'y vais. Et il a été l'aumônier de ce bataillon, l'aumônier catholique de ce bataillon, parce que nous constituions un bataillon. Votre bataillon, Oui. c'est lui votre aumônier. On l'a nommé aumônier de ce Qui devait bataillon. dire des messes Ouais. pour les étudiants enrôlés. Oui, voilà. C'était une parenthèse. Alors, revenons à votre question. Vous Oui. disiez que Ça, c'est par rapport à ce que... sa résistance. à la l'occupation. résistance, oui. Oui. Eh bien, je me rappelle que 5 mois avant la guerre, qui a commencé en octobre, Oui. 5 mois avant, le Monseigneur Mourinzioa était à Kinshasa et j'ai eu un dîner avec lui, avec quelques autres personnes. Et déjà, moi, j'étais membre du haut commandement militaire à ce moment-là, en tant que chef du corps de santé militaire. Nous savions que la Vous guerre... avez quel grade à l'époque déjà en 80? Moi, j'étais 90 déjà? encore colonel, mais j'étais membre du haut commandement, j'étais commandant du corps médical. Oui. Et nous savions que la guerre allait être très cruelle. Et j'ai dit à Monseigneur, au cours de ce repas qu'on prenait, Monseigneur, ne partez pas chez nous. Ah là, vous l'avez dit ici à Kinshasa? Oui, à Kinshasa. Vous étiez informé que ça allait être compliqué. Oui. Qu'il puisse revenir dans son archevêché parce que J'ai ça allait dit, être l'analyse que nous avons faite de cette guerre, c'est que vous serez, parmi d'autres, aux responsables de chez nous, vous serez une des cibles. Il a dit, je dois y aller. Je dois y aller. Il m'a En dit, connaissance des causes. il m'a dit, je dois y aller. Et quand il y est allé pour protéger non seulement la population en général, comme l'a dit Modeste tout à l'heure, pour leur demander à la population de résister, de ne pas quitter, parce qu'il était au courant de tout ce qui se tramait. Il fallait que la population vide la ville de Bukavu. Il a dit, résistez chez vous. Et il a crié à haute voix dans la ville de Bukavu et dans le Kivu en général, résistez. Mais en même temps, puisqu'à ce moment-là, il y a des Hutus qui étaient réfugiés chez nous. Rappelez-vous, il y avait des Hutus Les Hutus qui avaient fui le Rwanda, lorsqu'il y a eu le génocide, enfin, Oui. ils ont fui. Et ils étaient à Bukavu. Les Tutsis de l'APR, Oui. des Fers, pardon. Oui. Les Hutus étaient réfugiés à Bukavu. Oui. Ils étaient logés à Bukavu et dans le Kivu, mais principalement à Bukavu et dans les environs. Oui. Et il y a eu à ce moment-là aussi des sœurs religieuses, mais cette fois-là, Tutsi. Des sœurs religieuses Tutsis. Religieuses, Congolaises ou rwandaises? Tutsi rwandaises. 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 Oui.
qui se trouvait Chez l'habitant. à Mouressa. Mouressa, c'est le grand séminaire de Bukavu. Oui. Et ces religieuses-là, puisqu'elles étaient Tutsis, Oui. elles y étaient pour des raisons de formation, de travail, Oui. elles étaient menacées par la population qui disait les Tutsis, c'est Ils vous. sont ici, C'est ils vous. font des massacres anti-Hutus là-bas, ils sont ici, on peut s'en prendre à eux. Alors, et les Bahutus là qui avaient fui chez eux, Oui. cherchaient, À régler des comptes. eh bien, Munziroa, évêque, est allé extraire ses sœurs C'est tout ceci là. pour les sauver De la vindicte des Hutus. des Hutus Oui. et les faire traverser au Au Rwanda. Rwanda. Ce jour-là, Quelle générosité. il les a amenés dans sa voiture. Il est allé les déposer au collège Notre-Dame. Et collège Notre-Dame, c'est pas loin du Rwanda. Oui. De là, elles allaient traverser. Oui. Et c'est après les avoir déposés. Au retour, maintenant, il veut rentrer à la cathédrale, donc là où il logeait, Oui. Qu'il a que attaqué. les Tutsis, frères de ses sœurs qu'il venait de sauver, Quelle cruauté. le tuent. Voilà comment. Mais comment quelqu'un, là on le voit vraiment en habit de monseigneur, de religieux, comment quelqu'un qui a sauvé les Tutsis peut être tué par le même Tutsi, enfin d'autres Tutsis? C'était leur sauveur en quelque sorte. Oui. Ne serait-ce que par compassion, par reconnaissance, il fallait le protéger. Parce que moi j'ai lu qu'il était pisté quelques jours avant. On avait même mis des gens qui devaient savoir ses mouvements, ses allées et venues et tout ça. Est-ce qu'il dormait à l'archevêché ou il dormait à Al-Fadjiri? Est-ce qu'ils n'étaient pas au courant qu'il avait sauvé les sœurs Tutsis? Ben, ils étaient peut-être au courant, peut-être pas Mais ils avaient un au courant, je n'en sais rien. Mais Monseigneur, lui, ce qui l'animait, c'est ce sentiment, ce devoir de la protection du faible. Les Tutsis sœurs étaient faibles dans ce moment-là. Oui. En tant que faible religieux. exposé. Oui, en tant que religieux, en tant qu'humain, profondément humain, il a dit « je dois sauver le faible ». Mais, malheureusement, il a oublié que cela n'était pas compris comme cela par ceux qui voulaient sa peau. Parce qu'il soignait, il sauvait les faibles, oui, mais il se défendait aussi contre les forts de ce moment-là. Et c'est à ce titre-là de défense contre les forts de ce moment-là, c'est-à-dire les forts, c'était les Tutsis qui venaient, qu'il a malheureusement buté et Alors, qui a été tué. une question, je pense que les trois pouvaient y répondre. Est-ce que vous aurez été tué par une certaine planification? Parce qu'il représentait un danger ou un frein contre cette occupation qui venait s'installer? Ou il a été tué par accident? Bon, je suis militaire, ça ne peut pas être par accident. Un soldat, même Tutsi, ne tue pas un évêque. C'est un évêque. Oui. En tenue. Oui. Sans qu'il en ait reçu l'ordre. Il ne pouvait pas le tuer. Il pouvait tuer n'importe quel autre Mais pas un prêtre. congolais. Pas un religieux. évêque. Donc, il y a eu un ordre. Mais cet ordre venait du Rwanda principalement, mais parce qu'il représentait quel danger, Muziro? Oui, docteur. Je pense qu'on vient de le dire ici, Monseigneur Christophe était au courant de tout le schéma qui se préparait, dont les Rwandais n'étaient que des supplétifs. Et du fait qu'il éclairait l'opinion par rapport aux véritables enjeux, il devenait un élément très gênant. Ah, il était gênant. Il était très gênant. Il était très gênant, donc on ne pouvait pas le laisser. Et d'ailleurs, pour abonder ce que le général a dit tout à l'heure, avant, Oui. moi je l'avais vu en septembre. Donc, ici au collège, chez les jésuites ici. Ah, vous l'avez vu ici à Kinshasa? Oui, c'est un ami, c'est vraiment un ami que je connaissais personnellement.
Et je suis allé lui dire, comme a dit le général, je dis, écoutez, monseigneur, Ne partez pas là-bas. ne partez pas, parce qu'on sent que la situation va baisser. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Jean-Baptiste, que tu te rends compte, je suis archevêque. J'ai dit, sous ma responsabilité, j'ai d'autres évêques. J'ai des prêtres, des religieux et des chrétiens. Et vous me voyez, moi qui suis le chef là-bas, me dérober parce que j'ai la mort, c'est comme un général qui face à l'ennemi. Lui, il est le premier à prendre la poutre d'escampette et il laisse toute la population. Non. Mais il en est mort. Oui, mais un il dit, général ça fait- n'est utile que vivant. Oui, Enfin, mais il dit, je serais lâche que moi qui suis le chef, je ne sois pas là. Et il y a beaucoup plus de morts que lui seul. Il dit, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont mortes. Donc moi, ma place, c'est au commandement du diocèse. Je serai là. Et je pense qu'il a été utile, il a clarifié. Il a été très utile d'abord parce que il a éclairé l'opinion publique des véritables enjeux. Ce n'était pas une guerre simple. C'est pour vous dire que même s'il avait sauvé les Tutsis qui étaient au Rwanda, leur objectif n'était pas de sauver les Tutsis. Leur objectif principal, c'est de faire aboutir le schéma pour lequel ils étaient comme supplétifs. Et c'est comme ça que quand vous lisez même l'histoire du Rwanda, vous voyez très bien que Kagame a sacrifié certains Tutsis il a pour créé réaliser même son plan. Madame Rudy River Oui. dit que l'armée patriotique rwandaise avait créé des commandos spécialisés pour infiltrer les interamouins pour rendre plus efficace leur action de tuer les Tutsis. Ah, c'est-à-dire ce côté un peu machiavélique. C'est très machiavélique. Et donc, C'est-à-dire il fallait tuer des Tutsis pour amplifier, de bonnes raisons oui, d'exécuter le plan. Absolument. Mais pourquoi les historiens, vous, les grands intellectuels, vous n'appuyez pas sur cette dimension machiavélique de Kagame, de FPR? Parce que Kagame n'est pas le Rwanda, il n'est que... Mais bien sûr. Oui. Oui, mais- Pourquoi cet aspect de dire on a parfois exécuté, tué des Tutsis pour exécuter le plan, pour occuper, pour participer à la... Mais il y en a, les livres existent. Les livres Oui. existent. Par exemple, moi j'ai des faits décrits dans le livre de Mme Rudy River, Oui. notamment Oui. Les loges du sang. Le titre c'est Les loges du sang. Le Rwanda, les loges du sang. Mais il démontre, par exemple, que toute la famille de Madame, qui est l'actuelle secrétaire générale de la francophonie, Oui, Mushikuwabu. oui, avait été massacrée par les gens de Kagame. Oui, il a massacré il est allé dans un... D'abord, cette famille-là, Oui. il y a des prêtres, des évêques, tout ça dans un séminaire, il les a tués tous. Donc, son objectif n'était pas ni défendre les C'est Tutsis. cruel comme Non, démarche. c'est une violence. Et la violence, c'est l'élément déterminant du régime de Kagame. Alors, quand on tue, monseigneur Ouzouwa, est-ce que ça a permis au Rwanda de s'installer ou ça a galvanisé les populations à résister? Mais c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Quand vous voyez très bien que les Rwandais ont beaucoup de mal à s'installer ici, Oui. il y a une grande résistance qui s'est faite autour de ce schéma-là. Et tous les Congolais, que ce soit au Kivu ou ailleurs, il n'y a personne qui donne le coup de franche aux Rwandais pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est finalement un échec relatif dans la mesure où ils n'ont fait qu'empêcher le Congo de démarrer, mais ils n'ont pas obtenu C'est ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas consacré la balkanisation. non, il y a une résistance qui d'ailleurs, même ceux qui les ont soutenus, les ont plus ou moins abandonnés parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une mission très difficile. Alors, revenons à ces hommages, parce que j'ai posé cette question au début. Le général a dit chaque année, nous le faisons. C'est quoi les caractères symboliques de tout ça? Vous voulez juste rappeler qu'il était un grand résistant? Qu'est-ce qu'il représente dans la pensée collective à Bukavu aujourd'hui? Mais même pas seulement à Bukavu, comme je viens de dire ici, quand vous prenez la vie de Monseigneur Christophe Mouziol, d'abord en tant que prêtre catholique, Oui. et qui vit sa foi non pas en recitant les versets de Bible comme on les voit ici dans les ou bus, partout, tout ça, mais voilà. dans leur pratique de tous les jours, C'est autre on ne chose. voit pas le message chrétien. Monseigneur Christophe Mouziol, c'est tout à fait le contraire. Il vivait Ce la monsieur, parole. Il vivait la parole. Ce monsieur, vous pouvez rester avec lui. Il ne parle pas du verset de Bible. Mais quand vous voyez comment il réagit face à certaines choses, vous qui êtes chrétien, quand vous rentrez là-bas, vous vous mettez à réfléchir, dites, mais ce monsieur, c'est quand même un peu spécial. Il est un peu spécial. Vous voyez, par exemple, son détachement par rapport au bien matériel. Ah, il n'était pas matérialiste. Ah, pas du tout.
Monseigneur, je pense, devait Un avoir... monseigneur, il devait avoir... on voit les... Comment dire? non, Les niveaux de vie. il Ils devait se avoir... battent pour des véhicules, pour le Il confort, devait avoir, pour je les pense, voyages, pour... Il devait avoir 1 ou 2 pantalons. Ah et bon? nous, qui le connaissions, nous lui achetions. Mais le lendemain, quand vous arrivez, vous apprenez que non, ces pantalons, ces chemises, Oui. il les a donnés à d'autres personnes. Non. Oui, c'est comme ça qu'il était. Et lui, sa chemise, quand il la porte une, l'autre il lave lui-même, il la fait sécher. C'est celle-là qu'il porte. Donc, un détachement extraordinaire par rapport au bien matériel. Oui. Mais en même temps, Oui. au service des plus faibles. Donc, tout en train de défendre. Vous voyez, quand on lui donne les habits, il dit lui, il peut vivre. Avec 2, 3 chemises, il peut parler. Il n'a pas besoin de plus que ça. Il peut vivre avec ça. Mais ce qu'on lui donne, il donne aux autres, ceux qui en ont le moyen. Oui, mais j'ai même lu que la Jeep qui a été calibrée, enfin mitraillée par les Rwandais, c'est une vieille Jeep. Oui. Alors que vous êtes monseigneur, vous avez l'archevêché avec vous, vous avez toutes les contributions. À Bukavu, ben, il y a de l'or là-bas, il y a des cassitérites, il y a après tous ces minéraux. Et puis à Rome aussi. Alors, cette image de chef de l'église au niveau de la province, lui, il vivait détaché de ça. Complètement détaché, il accordait beaucoup plus d'importance à l'essentiel. Oui. C'est plutôt l'être que le paraître. Et là, vous sentez que c'est un homme vraiment qui était dans la population, dans la masse, dans une simple, très discret. Moi, je l'ai trouvé une fois. Vous savez, il était Jésus quand j'étais en Europe. Alors, il veut venir en Europe. Il me prévient que voilà, je vais arriver. Je vais loger dans une maison des Jésuites à Collège Saint-Michel. Alors, je vais le chercher. Alors, moi, j'arrive des Jésuites. Je dis voilà, je viens chercher notre provincial. Les Jésuites me disent non, il n'y a pas de provincial ici. Je dis non, il y a un autre provincial qui dit non, il n'y a aucun provincial ici. Alors, je reformule ma question. Est-ce que vous n'avez pas eu un père jésuite qui est venu du Congo? Alors, je dis mais quoi? Ce père-là, il est provincial? Mais oui. Il dit donnez-moi d'abord son nom. Mouziro dit c'est notre provincial. Mais ici, personne ne sait qu'il est provincial. Voilà. Et puis, je vois une fois dans le métro. Dans le métro? Oui, dans le métro. Je suis dans le métro à Bruxelles. Ben, je le vois entrer. Alors, je vais près de lui. J'ai dit, mais père, vous allez où? Il dit, non, je vais à l'autre maison des Jésuites là. Et puis, on sort du métro. Alors, je lui pose la question. Il dit, mais père, ici, on n'a pas de véhicule ici. Il me pose la question, mais pourquoi cette question? Il m'a dit, mais vous êtes quand même un provincial. Tout ça. Oui. Alors, il me dit, mais est-ce que tu penses vraiment que mes responsabilités de provincial se mesurent à l'aune des moyens de transport Mais que le j'utilise? confort, Le moyen le que j'utilise. confort aussi, Non. non? Je n'ai pas besoin de véhicule ici. Quand vous regardez, d'abord, nous avons 5 minutes. C'est le moyen le plus simple pour arriver là. Alors que... Donc, et ça, c'est des anecdotes comme ça. Il y en a. Qu'ils soient entendus à la Senco. Qu'ils soient entendus à la Une Senco. autre anecdote pour Oui. compléter. Oui. Il était provincial, donc général des Jésuites pour toute l'Afrique centrale, le Rwanda. Alors, la maison se trouvait, côté Bukavu, se trouvait au Rwanda. Oui. Il part à sa maison, son Rwanda. siège au Rwanda. Oui. Mais sous la pluie. Il sort de la voiture qui le laisse et il prend comme parapluie une feuille de bananier. Non, il n'a pas fait ça. Pour entrer. Pour se protéger contre la pluie. Pour entrer dans la maison, parce que quand le véhicule dépose, c'est à quelques mètres Oui. de choses, alors il prend un truc. Alors, quand il arrive, il frappe à la porte. Oui. Et le gardien. portier qui est Oui. venu ouvrir, il voit un monsieur qu'il ne connaissait pas Oui. et qui veut entrer. Oui. Et il dit, qui êtes-vous? Il se présente, c'est Christophe. Alors le monsieur ne connaissait pas Christophe. Bien. Et le monsieur ferme la porte. Non. Il rentre pour informer son supérieur qu'il y a un certain Christophe qui est devant la porte ici. qui veut à la porte. Alors, comme l'autre savait qu'il allait venir, il me dit hey, c'est le chef, venez tout de suite. Et il sort, il présente toutes ses excuses, monseigneur. Il dit, mais oui, mais il a fait son travail. Bon, je vais être un peu plus direct. Est-ce que vous savez qu'on dit la même chose de vous? Général Kabanda. On dit la même chose de vous.
Là, c'est un témoignage. Nous sommes à la télévision et suivi partout dans le monde, y compris ici au Congo. C'est le seul ministre de la Défense de la RDC qui n'a pas acheté des armes, qui n'a pas détourné les fonds destinés à la guerre, parce que quand vous étiez ministre de la Défense, on était en pleine guerre, et dont les hommes des troupes ne se sont pas plaints d'avoir détourné leurs soldes. Voilà, vous êtes général, à peine ministre, vous étiez à la santé, vous étiez à la défense. Vous pouvez passer dans la ville ici sans déranger même les gens avec les escortes et les gyrophares. Comment vous vous sentez quand vous avez cette image dans l'opinion? Je me sens bien. C'est une devise de vie que j'ai apprise depuis mon enfance, la simplicité. C'est tout. Je ne trouve rien d'extraordinaire à ça. Mais quand vous voyez vos collègues, trafic d'influence, à l'époque de Mobutu, on parlait des généraux commerçants, Moi, je n'ai pas été général commerçant, mais je crois que ça fait déjà 53 ans que je suis dans la carrière publique. 53 ans. J'ai fait 48 ans de carrière militaire, mais je ne crois pas être le plus pauvre des généraux et des colonels, des officiers qui sont à la retraite. Même avant que je sois ministre, j'avais 3 maisons à moi personnelles et on ne peut pas dire qu'il y a une maison qui a été bâtie par le détournement d'un fonds de l'État. J'ai une organisation personnelle pour vivre, sans nécessairement dépendre de l'État. Voilà. Je vais vous montrer des images. C'est l'école musulmane. Oui, mais justement, on va le voir maintenant. Allez-y, regardez. C'est Monseigneur Mouziro en train de nettoyer ses habits. Voilà. Qui ferait ça? Il y a même des abbés qui ont des pressings parfumés. Quel témoignage, quelle simplicité, quel courage. C'est pas du populisme, ça, hein? D'abord, il le fait discrètement, il ne le fait pas en public pour qu'on puisse le louer. Il le fait, il s'occupe beaucoup plus de l'essentiel et pas de l'accessoire. Et est-ce que les gens comme vous, Djobé Kabanda, général, ministre, est-ce qu'il y en a encore au Congo? Il ne faut pas me poser la question parce que je ne suis ni historien ni administratif pour faire une enquête. Mais vous regardez autour de vous. Moi, j'imagine qu'il doit y en avoir. En tout cas, j'ai quelques... Et qui se cachent. J'ai quelques amis. Qui sont comme vous. Oui, qui partagent ma façon de vivre. J'en ai quelques-uns. Je crois que si on cherche, il doit y en avoir beaucoup. Ils sont beaucoup, mais comme généralement, ceux qui sont simples, humbles, ne sont pas dans la rue, il est tout à fait logique qu'on ne les voit pas. Mais il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Au Congo, il doit y avoir beaucoup de gens de vertu. Je signale par ailleurs que, quand vous avez été ministre de la Recherche scientifique, vous avez commencé à identifier les initiatives congolaises, la créativité, pour ne pas dire les inventions congolaises, avec l'encouragement de l'État qu'il pouvait y avoir, avec des bourses, etc., etc. Tout ceci a été un tout petit peu neutralisé lorsqu'on a sorti le ministre du gouvernement, ce qui est une mauvaise chose, ça n'engage que moi, parce que lorsqu'il y a des élans qui ont enclenché, il faut les laisser s'amplifier. Je ferme la parenthèse. Je reviens maintenant à vous, compagnons de Monseigneur Mouziro.
Le 2 novembre, donc c'est dimanche, vous allez vous retrouver à Sacré-Cœur ici. Qui va venir et vous allez parler de quoi? Enfin, au-delà de la messe, autour de ça, il y a quoi? Agapé, vous allez faire de... Oui, donc chaque année, à cette date-là, si ça tombe un dimanche, nous le faisons le dimanche, mais si ça tombe un jour de la semaine, comme c'est le cas cette année, on le fait le dimanche suivant. Eh bien, notre devise, c'est connaître et faire connaître. Oui, c'est qui est écrit. Oui, aimer et faire aimer Christophe Mouzirwa. Parce que comme nous venons de le dire ici, un homme comme ça, dès que vous le découvrez, vous ne pouvez pas ne pas l'aimer. Parce qu'il est tellement humain. Ce qu'il y a de mieux dans l'homme, c'est ce qu'incarne Mouzirwa. Et donc pour nous nous disons que le travail que nous avons à faire, c'est de le faire connaître davantage. Parce que, manifestement, il y a très peu de gens qui le connaissent. Oui, beaucoup de découvrent là, même à Bukavu. Voilà. Même, voilà. Donc cet homme-là mérite d'être mieux connu. Pourquoi il n'y a pas eu une paroisse en son nom, de monument commémoratif, de quelque chose de significatif? Une école? Mais déjà, la béatification, c'est déjà... Oui, la béatification, c'est en quelque cours. chose, mais ça viendra. Oui, c'est en cours, c'est l'église catholique, les jésuites, etc. par exemple... Au niveau de la symbolique. Mais les jésuites, par exemple, ont des collèges écologiques mouzirois. Des écoles, donc, où on apprend aux enfants l'agriculture, tout ce qu'il y a, école technique, mais où on intègre la dimension écologique. Et toutes ces écoles s'appellent le collège Monseigneur Christophe Mouzirwa. Ok. C'est déjà quelque chose de significatif, ça. Il y en a beaucoup. Et puis, avant même avant qu'il devienne provincial, il s'occupait des enfants de rue ici. Et il y a les jésuites qui poursuivent cette activité qu'on appelle l'association Père Christophe Mouzirwa. Donc, pour s'occuper un peu des enfants de rue, les enfants abandonnés. Donc, il y a pas mal d'initiatives par-ci, par-là qui n'ont pas, évidemment, l'ampleur nationale, puisque c'est relativement local. Mais au fur et à mesure, je pense que ça va. D'ailleurs, j'ai vu un jésuite qui m'a dit qu'il était en Amérique latine. Il a vu une organisation qui s'appelle Monseigneur Christophe Mouzirwa en Amérique latine. Amérique latine? Oui, oui. C'est loin. Oui, c'est loin, bien sûr. C'est pour dire que... Au-delà des frontières, on le reconnaît. Ah oui, on le reconnaît parfaitement. C'est un modèle. C'est un modèle. Alors, on termine l'émission parce qu'on est en direct. Les gens qui vous redécouvrent aujourd'hui, Dr Sondji, disent, mais où est-ce qu'il est passé ces réflexions empêchant de tourner en rond? Parce que vous êtes trash quand vous parlez quelquefois, vous analysez les choses avec une certaine pertinence. Vous êtes fatigué de parler? Non, je ne suis pas du tout fatigué. Je ne suis pas fatigué, mais vous savez, le combat politique ne doit pas consister uniquement à produire des raisonnements corrects. Mais il faut surtout les transformer en réalité. Et quand vous voyez tout ce qu'on a dit, oui, on ne voit pas qu'est-ce qu'on doit dire de plus, si ce n'est que maintenant l'étape, comment transformer ce qui a été dit en quelque chose. C'est pour cela que je suis en train de finaliser mon livre, Le Congo en perspective, projet d'un nouvel État construit. C'est au moment où ce livre va sortir, je vais réentrer cette fois-ci, comment reconstruire ce pays qui est pratiquement par terre, et en ce moment-là, on sera là. Parce que moi, j'ai lu quelque part que la société civile qui était virulente, là, durant les 20 dernières années, et que ce soit vous, que ce soit tous les intellectuels qu'on voyait sur le plateau de télévision, vous êtes comme anesthésiés depuis quelque temps. Une certaine fatalité vous habite. Non, on n'est pas anesthésié du tout. On n'est pas anesthésié parce que je me souviens d'ailleurs qu'un acteur politique a dit, quelque part, il a dit, voilà, le docteur Sondji qui prend la politique comme de la philosophie. Oui. Et voilà, maintenant, il a disparu de la scène politique. C'est ce que pensent les gens. Alors, ce qu'ils disent, moi, je ne peux pas, heureusement que je ne fais pas partie de cette espèce de la classe politique actuelle. Parce que ça ne va pas dans mon sens à moi. Moi, je ne peux pas être dans ce qui se passe en politique maintenant. Je préfère être dans une politique qui soit différente. Mais pour ça, il faut avoir une philosophie. Il faut avoir une philosophie de vie, il faut avoir une philosophie de gestion des affaires de l'État et ne pas considérer la politique comme une affaire. La politique est un service public. C'est un service public au service de la communauté. Ça n'a de sens que lorsque l'histoire ne parle que de tous ces hommes politiques
qui ont pris la politique comme un service public. Quand vous voyez les gens comme les Mao Tse-tung aujourd'hui, vous ne verrez aucune maison de Mao Tse-tung, Non. vous ne verrez pas des banques, vous voyez les Fidel Castro. Non. Mais dans l'histoire, ce sont des gens qu'on ne peut pas oublier. Et la politique que nous voulons faire ici, c'est de cet ordre-là, mais pas ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, dernière question par rapport à l'environnement. Vous êtes tous des catholiques, là. On a l'impression que les catholiques sont un peu épinglés en ce moment, qu'ils politisent la religion, qu'ils politisent les débats politiques. Enfin, la Senko, vous n'êtes pas de la Senko, mais on sent que l'Église catholique veut à tout prix recentrer la gestion des affaires de l'État. Pourtant, il est dit à César qui était à César. Pourquoi vous ne laissez pas César faire son travail? Ben, je crois que cette perception n'est pas correcte. Oui. Il y avait celle-ci, maintenant c'est... Cette perception de la réalité n'est pas, à mes yeux, correcte. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler de Mouziwa ici pour montrer quel type d'homme Mais il n'avait pas un parti politique. il conscientisait pourtant la population. Voilà. Et donc, nous avons une vision du monde qui est un peu différente de ce que la plupart des gens semblent partager. C'est que le devenir de ce pays est tellement précieux à nos yeux que on doit effectivement se demander, aujourd'hui, 65 ans après l'indépendance, quelles sont les causes profondes Ah, ça c'est vous les catholiques. qui font que Cause profonde. ce pays qui était promis à un avenir fabuleux soit arrivé là où il est. Et c'est pour ça que quand on s'arrête à Kagame, moi je me dis, mais ce ne sont pas des gens qui voient les choses comme nous. Ça ne s'arrête pas à Kagame, c'est pas lui l'agresseur principal. Mais Kagame, c'est la conséquence de la déliquescence du Congo. Kagame n'aurait jamais imaginé, un jour, même dans ses rêves les plus fous, envahir le Congo si le Congo n'était pas dans l'état où il était dans les années 80. Mais est-ce que les Congolais sont conscients de ça? Ah, c'est ça le vrai problème. Lorsque les gens, je ne dis pas parce qu'il est en face de moi, qui travaillent sur le savoir, la puissance de la créativité et de l'invention, parce que tout le pays développe avec l'invention. Au lieu de les laisser continuer avec ce qu'il avait déjà enclenché, moi j'ai participé à une ou deux réunions qu'il avait convoquées, il y avait comme une espèce de réveil de la créativité congolaise. Ben, lorsqu'on dit, messieurs, reposez-vous, il y a comme une balle dans la jambe, non? Un tout petit peu. C'est exactement ça. Voilà. Alors, mon général, là, j'ai demandé son médecin, enfin, il a géré longtemps au sein de l'armée, tout ce qui est entretien de l'armée, santé de l'armée. Est-ce que lui, aujourd'hui, peut guérir les consciences du Kivu, de Bukavu, quand vous rappelez chaque année comme ça? Est-ce qu'il peut guérir? Parce qu'on a compris, il y a des stigmates là dans la tête des gens du Kivu. En rappelant ce qu'il a été, le martyr qu'il a laissé. Zéro. Oui, il est resté quelque chose de Mouziwa à Bukavu. Vous connaissez le mot Wazalendo? Oui. Eh bien, Résistance. rappelez-vous, avant que je continue, Oui. qu'en 2002, à la fin de la guerre, avec le RCD, vous êtes journaliste, vous vous souviendrez que votre feu collègue Ghislaine Dupont Oui. avait dit que l'intégrité du Congo a été sauvée grâce à la résistance initiée par les Bachis à Bukavu. Les Bachis. Oui, ça a été dit et c'est écrit. C'était Ghislaine Dupont qui l'avait constaté. Mais la résilience Bachi, Chi, on voit que c'est toujours les Chi qui ont les commandes effectives de ce pays. Je ne vous demande pas des commandes, mais je peux moi dire,
Nous aurons un prochain président de l'Assemblée nationale, Chi. Kamere, Chi. Bahati Lukwebo, Chi. Notre première dame, Chi. Le directeur des cabinets du président de la République, Chi. Pourquoi la résistance Chi? D'ailleurs, le commandant de la garde républicaine, si mes souvenirs sont bons, Chi. Pourquoi les Congolais en déliquescence? Mais les Bachis sont une composante. Oui, ou de Walungu, de Plateau, tout ça, on connaît. Oui, ils sont une composante d'un ensemble. Oui, mais Chi? Oui, d'accord. Mais il faut voir qu'est-ce que cette composante-là pèse, fait, réalise dans le grand ensemble. Du Grand Congo. Oui. Mais les Chi ont la signature Bon, et le commandement. je pense que ça, c'est de la politique. Je ne voudrais pas m'étendre Vous êtes là-dessus. militaire. Hein? Vous avez le devoir de réserve, mon général. Oui. Et c'est le mieux qu'on puisse dire. Oui, docteur, on Disons que termine. c'est un prisme dangereux dans lequel il faut lire l'histoire du pays. C'est vrai. C'est un peu comme on parlait de Balouba, Oui. tout ça. Non. Je pense qu'il faut dépasser cette lecture-là, même si effectivement il y a des bâches qui font ceci. Mais l'élément le plus important, je pense que c'est la population donc, qui se fait que c'est dans la zone où il y a les hachis qui ont organisé la résistance. La résistance contre l'envahisseur. Oui, les Maïmaï. Et je pense que quand vous allez du côté de Ituri, c'est la même chose aussi. C'est la population. Donc toute la population, de manière générale, résiste par rapport à cela. Il se fait que dans le Kivu, les Bâches constituent quand même une partie la plus importante. Le contraire, c'était étonnant qu'eux qui sont majoritaires ne puissent pas prendre la défense, qu'ils soient pas en tête pour défendre leur terre à eux. Ils sont très accrochés aux terres, à leur terre. Merci beaucoup. On viendra à la messe dimanche, au Sacré-Cœur. Lisez l'histoire du Congo. Lisez les grands personnages qui ont marqué notre histoire, qui ont résisté. Voilà, c'est Monseigneur, cet évêque de Bukavu. Je ne sais pas ce qu'en pense Maroy. Il pense aussi qu'il faut qu'il ait son nom aussi, Maroy, au niveau du Sud Kivu là-bas. Voilà, c'était une belle émission. Reste en rediffusion mondiale. Tout le monde pourrait consulter, regarder pour la mémoire et la postérité. À très bientôt. Avec un plaisir.